Eric Hubert, présenter. C'est bon? J'ai pas osé. Bon, Eric Hubert, je suis chirurgien hépatique à Paul Brousse. Et je vais vous présenter BOPA à BOPEX. Et en effet, je vais essayer de répondre à ma vision du tirage d'expérimentation numérique. Et c'est une proposition, en tout cas. Ah, ça ne marche pas? Ah, pardon. Donc, très rapidement, hein, en fait, BOPEX vient de BOPA. BOPA, c'est quelque chose qu'on a mis en place à la suite du week-end de l'innovation chirurgicale, qui était un think tank. On a créé un do tank et finalement, on a été accompagné par plusieurs mécènes. BOPA est localisé à Paul Brousse. C'est quelque chose qui dépend de l'Université Paris-Saclay, avec une association avec Mines Télécom. Ça traite principalement du digestif, hein, on essaye de rester centré là-dessus. L'objectif, c'est d'augmenter le bloc opératoire, de transformer la manière de faire de la chirurgie et d'augmenter les gens du bloc. Quand je dis les gens du bloc, ce n'est pas uniquement les chirurgiens, c'est les chirurgiens, les anesthésistes, les IBOD et les IAD, avec cette volonté vraiment d'aborder la chose de manière très holistique, avec une approche à la fois anthroposociologique et un peu technologique, évidemment. Donc ça, c'est les différents projets de la chaire BOPA, je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y a une partie human factor autour de la compréhension du bloc opératoire, une partie autour de l'Internet du bloc opératoire avec la téléexpertise, un bloc POT, un bloc avatar, plein de sujets très techno. Et l'idée, c'est que l'objectif de BOPA, et ça répond à un premier niveau de réponse par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de faire quelque chose qui est très early stage. Ça veut dire qu'on va essayer d'aider des innovations à se développer avec un objectif qui est d'identifier au sein du bloc opératoire quels sont les gens qui ont des problèmes ou des gens qui nous apportent des idées. On va essayer de regarder maintenant dans le domaine du numérique au sens large, et évidemment avec tous les acteurs qu'on a aujourd'hui, avec Medicine, etc., on est capable assez rapidement de screener toutes les boîtes qui peuvent nous apporter des solutions. Si jamais ça existe, on va réunir ces gens à BOPA, on va discuter entre les acteurs du bloc et la boîte pour voir si finalement il y a quelque chose ou pas d'intéressant. S'il y a quelque chose d'intéressant à faire, on fait une preuve de concept, on teste un truc. On a testé comme ça plusieurs boîtes et on a arrêté. On a mis 10 000 balles, 20 000 balles, 30 000 balles pour tester quelque chose. Et c'est vraiment l'objectif de BOPA avec l'argent des mécènes de tester des trucs. Et si jamais c'est bien, on avance dans un co-développement avec de la propriété intellectuelle, etc. Et dans certains cas, on n'a pas de boîtes qui répondent aux problèmes. Et dans ce cas-là, on crée la boîte. C'est typiquement ce qu'on a fait avec une société qui s'appelle Twinical, qui a été créée au sein de BOPA, qui a pour objectif de fabriquer des jumeaux numériques. Donc, c'est vraiment ça, très early stage, rencontre pluridisciplinaire, prototypage, co-développement. Et BOPEX, c'est la suite, en fait. BOPEX, c'est quelque chose qui est le fait de passer à l'échelle pour quelque chose qui est déjà dans le marquage CE ou après le marquage CE, avec un objectif qui est pour moi assez clair, c'est tester l'acceptabilité du device, l'utilisabilité du device et l'optimisation potentielle de la solution. C'est ça l'objectif du campus numérique BOPEX. Donc, on a obtenu en effet ce campus BOPEX qui a été lauréat du tiers-lieu expérimentation de première vague. Et donc, ce tiers-lieu campus BOPEX, il n'est absolument pas à Paul Brousse, il est à Campus Brousset. Et ce n'est absolument pas centré uniquement sur le digestif, c'est toutes les opérations et tous les blocs opératoires. Ça, c'est très important de le comprendre. D'accord ? L'objectif de Campus BOPEX, c'est de pouvoir intégrer la PHP, les 3 universités, il en manque une, et Medicine, et les porteurs, c'est un peu quand même moi et Nicolas Castoldi avec d'autres acteurs, Alexandre Mebaza pour l'anesthésie, David Fuchs pour la chirurgie digestive et pancréatique. Mais l'objectif, c'était vraiment d'avoir plusieurs porteurs au départ, mais ensuite que ça s'étende. Alors, l'objectif de BOPA, c'est de donner un accès à des industriels à l'expertise du personnel soignant. Quand je dis personnel soignant, ce n'est pas uniquement les chirurgiens, anesthésistes, IBOD, IAD, de manière à identifier avec Core 360 et l'entrepôt de données de santé de l'assistance publique, c'est-à-dire la base de données de la PHP, où est-ce qu'on a le plus de malades qui posent de problèmes qu'on explore. Typiquement, je viens avec un truc pour tester un machin sur les parathyroïdes, j'ai n'importe quoi, je vais identifier au sein de l'assistance publique où est-ce qu'on traite beaucoup de parathyroïdes en prenant l'outil numérique de la paix qui s'appelle l'entrepôt de données de santé de l'assistance publique. Et puis ensuite, je vais envoyer des émissaires de BOPEX dans cet endroit-là pour discuter avec le personnel soignant, indépendamment de la boîte, pour savoir si c'est bien ou pas. Si c'est bien, on va commencer à avancer et on va tester avec le matériel
l'utilisabilité du truc. Est-ce que c'est utilisable ou pas? Et on va parler surtout d'ailleurs au paramédical parce que souvent le machin est mal conçu, etc. L'acceptabilité, est-ce que humainement les choses sont acceptables? Typiquement, le truc que j'ai proposé, Care Syntax, qui fait partie de enfin, où on enregistre des choses, on peut imaginer que l'acceptabilité ne soit pas bonne pour tout le monde. Et surtout, c'est très important, l'intégration dans le système, dans l'informatique de l'assistance publique. Parce que si ça s'intègre à l'AP, je pense que ça pourra s'intégrer n'importe où. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, on va tester l'utilisabilité, l'acceptabilité et l'intégration des solutions numériques et des dispositifs médicaux destinés au bloc opératoire, avec un intérêt, et c'est très bien que les gens de l'impression 3D sont là, parce que l'objectif, c'est qu'on va faire ça à côté de la plateforme 3D de la PHP. Donc, on pourra imprimer des choses si jamais on se rend compte que le device n'est finalement pas tout à fait parfait, qu'on peut peut-être l'optimiser. Et l'idée, c'est qu'on veut apporter aussi une aide réglementaire pour pouvoir ensuite aller dans les organismes notifiés. Aujourd'hui, on voit que les très grosses boîtes, assez facilement, elles peuvent produire des réglementaires pour aller rapidement à l'organisme notifié. En revanche, pour les plus petites boîtes, c'est beaucoup plus difficile. Donc, l'idée, c'est à travers Campus WAPEX d'apporter ce service qui va être du réglementaire, et c'est pour ça qu'on va probablement travailler aussi avec Delphine, puisque l'idée, c'est de travailler ensemble sur ces points-là. Et l'objectif, évidemment, pour aller dans le sens de nos camarades, de nos jeunes camarades chirurgiens, c'est de faire émerger et animer une communauté d'innovateurs dans le domaine du bloc opératoire sur le campus de la future école de chirurgie. Donc, on est actuellement en train de s'installer. Donc, je vais vous parler des différents du projet Care Syntax, mais ça, c'est les 3 projets qu'on a commencé. Care Syntax, BioSerenity, SurgeAR. Le lieu, ça va être là, c'est le campus Brousset qui sera à l'école de chirurgie en 2027. Donc, c'est en train d'être construit. Hein, c'est ce bâtiment-là qui va être l'école de chirurgie. Et nous, on va être ici, installés ici. Et ça, c'est la semaine dernière. On a été visiter des locaux. On a identifié un lieu dans lequel on va pouvoir se positionner. Et on va probablement partager le lieu, probablement, avec la plateforme 3D qui est déjà sur place, mais en dessous. Comme ça, on apportera vraiment aux industriels un lieu pour pouvoir justement discuter des problématiques et envoyer des émissaires, comme je vous le disais, aux différents endroits. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et qui va bien s'intégrer à la plateforme chez nous. C'est l'impression 3D qui est au même endroit, qui permettra d'imprimer potentiellement des trucs. Donc c'est vraiment pour ça que ça va être intéressant. C'est qu'on aura au même endroit le truc qui va tester le numérique. Si jamais ça marche, très bien. Si ça ne marche pas, on aide à l'optimisation. Alors maintenant, je vais rentrer un tout petit peu en détail sur le sujet Care Syntax. Alors, comme vous le savez, je m'intéresse depuis quelques années à la problématique de l'erreur. Je suis un peu le spécialiste de l'erreur. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur cette problématique pour essayer de comprendre finalement comment on pouvait classifier les erreurs entre des erreurs qui sont des erreurs cognitives, des erreurs techniques, des erreurs systémiques, etc. Donc, il y a toute une littérature là-dessus. Et pour être capable de faire ça, évidemment, il faut tout enregistrer. Et c'est pour ça que je travaille depuis quelques années maintenant, enfin pas quelques années, 2 ans avec Care Syntax, qui était un mécène pour BOPA justement pour pouvoir tester des trucs. Et donc, on a mis à Paul Brousse ce système qui est donc un hub de données où on enregistre tout, la cellule à la paro, une caméra d'ambiance pour mesurer les activités humaines du côté anesthésique et du côté chirurgical. On synchronise les flux de données avec les scopes d'anesthésie. Alors ça, c'est très compliqué, mais on est en train d'essayer de le faire. Et tout ça, aujourd'hui, est stocké en local dans le cadre de recherche. Il n'y a rien qui part sur le cloud. Cependant, il est absolument indispensable à l'avenir qu'on réfléchisse à des solutions pour pouvoir aller dans le cloud, parce que sinon, on se tire une balle dans le pied, on ne pourra jamais avancer. Donc, il va falloir aussi définir ce que c'est qu'une donnée anonyme. Et pour moi, l'intérieur d'un malade, c'est une donnée anonyme, mais il faudra que la CNIL comprenne ça. Et la CNIL, pour l'instant, n'est pas totalement mûre, mais elle avance plutôt dans la bonne direction. Donc voilà ce que ça donne. On filme le champ opératoire et puis on a une vision du bloc opératoire, enfin du champ, des anesthésistes, etc. Et c'est très long. Aujourd'hui, on analyse des opérations qui durent 6-8 heures. Il faut 3 fois le temps de l'opération pour regarder tout ce qui s'est passé. Donc, évidemment, ça nécessite une automatisation, sinon c'est impossible. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir sur l'utilisabilité du truc, comment l'utiliser. Aujourd'hui, Care Syntax, c'est bien, mais ça nécessite beaucoup d'amélioration, de réflexion.
et pour pouvoir définir un petit peu comment il va être utilisé. Voilà, ça c'est typiquement ce qu'on fait. Vous voyez, au champ, on est sur le champ, on filme tout et on a différents. Alors maintenant, je vais présenter rapidement la plateforme Kersyntax et mon ami Youssef n'est pas disponible parce qu'il est coincé. Il m'a dit de présenter pour lui, il interviendra à la fin. Donc maintenant, je vais présenter pour Youssef la plateforme Kersyntax que je connais un peu pour avoir pas mal travaillé avec. Donc, le principe, c'est que c'est quand même une grosse boîte Kersyntax. Ce n'est pas un petit machin. C'est déjà installé dans plein d'endroits en Europe et aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui est indiscutablement une boîte qui a beaucoup, beaucoup d'intérêt pour aller vers quelque chose qui permet de recueillir les informations, analyser les informations et essayer de pouvoir mesurer nos activités. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un truc qui permet de gérer de la vidéo, différents flux en même temps. C'est quelque chose qui permet de faire aussi de la téléexpertise avec CX Connect. Et CX Advance, c'est donc cet outil qui permet de pouvoir taguer des moments importants au moment d'une chirurgie pour pouvoir définir s'il y a eu ou pas une erreur. Et c'est ça qui demande un temps absolument monumental sur lequel il va falloir réfléchir parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on passe 3 x 8, 24 heures à regarder une hépatectomie droite où il y a potentiellement eu des conneries. Donc, c'est absolument impossible aujourd'hui de faire ça à la mano. Il va falloir trouver des méthodes pour pouvoir automatiser ça et on en est encore assez loin. L'autre élément, c'est CX Insight. CX Insight, c'est des indicateurs opérationnels, cliniques et financiers qui vont permettre justement de pouvoir mesurer l'activité. Donc, je vais un peu rapidement parce qu'il faut qu'on ait un tout petit peu le temps pour causer après, et puis je laisserai la parole peut-être à Youssef qui racontera des choses. Donc, voilà, ça, c'est les slides de Kersyntax. Donc, ça, c'est à Paul Brousse. On a des très grands écrans au mur sur lesquels on peut donc faire du vidéo management. Voilà, on a différentes sources de lumière, différentes sources de vidéo. Et CX Advance, donc c'est la deuxième partie. Vous voyez, vous avez la possibilité d'avoir chaque malade ici avec la possibilité de déclarer des événements désirables. Vous avez des mesures sur des différents scores pour permettre de mesurer la qualité des soins. Ça, c'est le stockage des différentes… Voilà. Et donc, évidemment, l'objectif à terme, c'est d'obtenir des choses comme ça. C'est d'obtenir une idée avec des endroits qui vous permettent de mesurer votre qualité, la qualité des soins, la durée de l'opération, est-ce qu'il y a eu le nombre de fois où vous avez converti, etc. etc. Bref, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un tableau de bord qui permet de mesurer la qualité de la chirurgie, le fonctionnement du bloc, le coût du bloc opératoire, etc. etc. Donc voilà, c'est ça Kersyntax et in fine, ça permettra probablement de fabriquer un compte rendu opératoire automatique. Mais tout ça pour vous expliquer qu'aujourd'hui, on en est encore loin. Aujourd'hui, on a un outil qui a un potentiel énorme et indiscutablement, il y a des gens qui arrivent à le faire, puisque dans la cholestectomie, c'est quelque chose qui fonctionne, etc., etc. Mais en chirurgie du foie, là où pour le coup, il peut y avoir pas mal de conneries, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup de développement à faire. Et c'est tout l'objectif de notre projet de tiers-lieu expérimentation, c'est de pouvoir tester finalement l'acceptabilité. Donc ça, on l'appelle, la réponse est plutôt bonne. Les gens sont parfaitement d'accord pour pouvoir être enregistrés, etc. Alors qu'au départ, les gens râlaient un petit peu, mais maintenant, tout le monde est d'accord. Et au contraire, les gens demandent les images pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Donc, ça n'a pas de sujet. L'utilisabilité, vrai sujet, vrai sujet, puisque là, je vous dis, aujourd'hui, pour 24 heures avec une étudiante qui regarde le truc. Donc là, pour le coup, en termes de chirurgie hépatique, aujourd'hui, ce n'est pas utilisable parce que c'est trop compliqué. Mais évidemment, on va essayer de l'améliorer. Et l'intégration dans le système SI, là aussi, il y a des développements à faire. Pourquoi? Parce que dans une version uniquement sur site, eh bien, dans ce cas-là, vous êtes avec des images qui sont localisées et donc pas analysables. Pourquoi? Parce que les algos d'IA qui sont capables d'analyser des images de ventre, de ventre, eh bien, sont sur des clouds et en particulier sur Azure ou sur Amazon. Et évidemment, il faut envoyer des images dans le cloud et aujourd'hui, ce n'est pas autorisé. Donc, l'idée, c'est qu'on essaye comme ça, et le tiers expérimentation numérique avec les sous qu'on a, donc 200 000 €, et puis de notre côté, des sous aussi pour pouvoir justement faire ces évaluations, vont nous permettre, je l'espère, en 3 ans, parce que je crois que c'est ça la deadline, d'essayer de répondre à toutes ces questions. Voilà, je vous remercie. Merci. Bravo. Très, très intéressant. Je vous propose de scinder la discussion en 2 parties. La première partie, c'est l'accès finalement aux possibilités d'innovation et d'organisation de cette innovation. Puis la deuxième partie, plus spécifiquement sur Kersyntax. Alors sur la première partie, il y avait peut-être une question que je n'ai pas prise tout à l'heure.
Madame, vous vouliez… Oui, c'était juste pour rebondir justement sur ce qui avait été dit sur les guichets uniques d'innovation. Oui, Et du coup, ça rejoint la présentation d'Éric justement à l'instant, à savoir que, à mon sens, et en tant que responsable de la plateforme impression 3D de la PHP, oui. le but, c'est vraiment l'ensemble de la PHP d'ancrer une politique d'innovation en interne pour accélérer les processus. Alors que justement, si on va voir directement l'industriel aux toutes prémices, aux toutes premières phases, en fait, ça crée un développement qui est très long parce qu'on va avoir des contrats aussi de collaboration à mettre en place. Et quand on fait des toutes premières idées, le fait d'avoir quelque chose qui est disponible en interne, le CHU a un rôle majeur à jouer là-dedans. Et on espère vraiment que c'est quelque chose qui va se répandre dans l'ensemble des CHU de France. Et c'est pour ça aussi qu'on crée un réseau, en tout cas en impression 3D, avec les autres CHU de France. Et la DRCI est partie prenante. La DRCI fait partie du comité de pilotage de la plateforme. Ce qui devrait être le cas dans les autres CHU. Très bien. Merci. Alors, effectivement, c'est magnifique. Vous nous avez montré un triangle vertueux. Il y a les médecins, les chirurgiens, les cliniciens, en l'occurrence. Il y a les établissements que vous représentez et l'industriel. Et est-ce que ce triangle vertueux ne peut pas devenir un cercle vertueux en intégrant d'autres acteurs, en particulier, puisque vous exprimez au niveau de l'université ou des universités, vous avez un puits absolument infini de savoir chez les physiciens, chez les mathématiciens, chez les chimistes. Comment vous imaginez les intégrer dans votre modèle? Parce que incontestablement, ils ont toute leur place déjà. En ce qui concerne BOPA, ils sont parfaitement intégrés. Déjà. Aujourd'hui, l'Université Paris-Saclay, c'est des mathématiciens, c'est ce que des sociologues, des anthropologues, des juristes. Enfin là, pour le coup, c'est parfaitement. Je parle de la suite de Campus BOPEX, là, aujourd'hui, justement pour essayer de structurer un peu la pensée, parce que sinon, ça devient extrêmement compliqué. Pour moi, Campus BOPEX, c'est un machin, et c'est encore une fois, c'est ce tiers-lieu-là. Peut-être qu'il y a des gens qui vont voir autre chose, mais le tiers-lieu qu'on a voulu fabriquer, c'est un tiers-lieu qui permet vraiment de pouvoir faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui avec l'AGEPS. Je ne sais pas si vous connaissez l'AGEPS. L'AGEPS, c'est le truc qui permet d'être le lieu, la caisse, enfin, je sais pas, le truc d'achat pour les hôpitaux, pour la PHP. Eh bien, l'évaluation du matériel à l'AGEPS, il n'est pas toujours fait de bonne manière. Voilà. L'idée, là, c'est de faire les choses extrêmement bien. Voilà, on a proposé ça, et c'est pour ça qu'on ne va pas aller chercher les mathématiciens, etc. Mais en revanche, on va peut-être aller chercher des anthropologues pour mesurer l'acceptabilité. Très bien. Hubert Joannet, vous voulez parler? Oui, d'abord félicitations parce que mettre ensemble des chirurgiens et des ingénieurs de l'INRIA, ça ne tombait pas sous le sens, surtout en France. On peut remarquer que les Allemands ont toujours eu de l'avance sur nous parce qu'ils ont toujours fait communiquer les universités avec les ingénieurs. Kurt Sem, par exemple, son frère avait une boîte de matériel médical. Donc, enfin, c'est pas la même culture. Ma question, c'est est-ce que tu n'es pas trop ambitieux finalement? Je parle de carte syntaxe. Tu veux effectivement exploiter au maximum cette machine, mais en fait, on sait que, bon, d'abord, les accidents, c'est souvent en péropératoire plus qu'en préopératoire ou post-opératoire. Satava l'a très bien montré qu'il y a des incidents qui passent parfois inaperçus et qui aboutissent à des complications. Et donc là, c'est un merveilleux outil. Mais on sait aussi que finalement, lors de la cholecystectomie, c'est surtout la dissection de ce qu'on appelle le triangle de Callot qui est dangereuse. Et donc, est-ce qu'il faut se farcir la mise en place des trocars? Enfin, pour la plupart des équipes, c'est peut-être pas essentiel. De même que pour la chirurgie hépatique, est-ce que quand c'est une voie conventionnelle, la cicatrice, voilà. Ce qui n'empêchera pas d'ailleurs de profiter des données rétrospectivement. Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. En pratique, dans le triangle de Callot, par exemple, la reconnaissance automatique par du computer vision du triangle de Callot, c'est quelque chose qui commence à être fait aujourd'hui avec des algos qui fonctionnent assez bien. Alors, le problème, c'est que c'est toujours pareil, il faut avoir beaucoup d'images pour que les algos fonctionnent bien. Et finalement, ça marche dans certains endroits. À Strasbourg, par exemple, ils ont des jolis datasets, mais finalement, quand on sort de Strasbourg, des fois, ça marche moins bien parce qu'ils ont sélectionné beaucoup leurs malades pour que ça soit des cholecystectomies vraiment sur des vésicules saines, etc., etc. Mais ça avance très clairement et je pense que d'ici 1 ou 2 ans, on aura des algos d'IA qui fonctionnent très bien pour la vésicule biliaire. Mais maintenant, pour le foie, on est encore très loin. Alors moi, je développe des trucs marrants avec des autistes en particulier. J'ai créé une collaboration avec une association d'autistes pour labelliser des images. En fait, je fais travailler des jeunes handicapés que je paye, évidemment, hein, et c'est une expérimentation qu'avait fait à BOPA, où des autistes sont venus bosser avec moi, et en fait, ils labellisent des images.
Ils sont super contents parce qu'avant, ils collaient des timbres à la mairie. Et là, maintenant, ils sont devant l'ordinateur, ils labellisent des images. Je peux vous dire que les autistes, ils labellisent très, très bien. Ils ont un cerveau un peu différent d'une autre et ils font très, très bien. Donc, c'est des sujets comme ça. Mais maintenant, tu as raison. En fait, c'est une machine à gaz. C'est une machine à gaz. Et le problème, c'est que plus on a plus d'informations, plus c'est compliqué. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. Mais j'espère que l'informatique qui va venir va nous apporter suffisamment de puissance de calcul pour nous permettre de ne pas simplifier le monde comme on le fait aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. Mais on est encore au début de l'histoire. Oui, je peux peut-être revenir un peu sur pas deux à la fois. On travaille avec l'IRCAD sur les RGPD vidéo. Alors nous, notre aspect, c'est pas opératoire, c'est pour les sites internet, les films chirurgicaux, etc., etc. Et effectivement, je pense qu'on n'échappera pas à une visite de la CNIL, probablement ensemble. D'ailleurs, on travaille avec François Simon de la Paix, avec Emmanuel Hirsch, avec l'IRCAD, etc. On a fait déjà un document, des avocats, bien sûr. Très bien. Et je crois que nous n'échapperons pas, notre communauté chirurgicale n'échappera pas à une discussion avec la CNIL. Voilà. Absolument. Oui, enfin, il y a également le progrès technique, etc., mais il y a aussi le côté médico-légal, dont fait partie également votre préoccupation. Mais là, ça devient énorme. S'il faut enregistrer toutes les opérations, comme ça se voit dans certains hôpitaux, dans certains établissements aux États-Unis, depuis un moment, se posera le problème du stockage à ce moment-là, au-delà de l'exploitation qu'on peut en faire. Le sujet, c'est que là, par exemple, on élimine les films au bout de 3 mois. Parce qu'on s'est rapidement rendu compte qu'on allait faire exploser tous les clouds, tous les téraoctets de trucs. Alors, évidemment, si on cloud, c'est pas pareil. Hein. Il y a nos limites. Hein. Mais maintenant, le sujet, c'est en effet, d'un point de vue médico-légal, qu'est-ce qui se passe? La raison pour laquelle on a écrit un papier avec une avocate là sur le sujet médico-légal du bloc opératoire, parce qu'on ouvre vraiment des choses qui sont aujourd'hui des vides juridiques qu'il va falloir régler. Très bien. Oui, je reviens un peu sur le même sujet, avec le risque d'algo-obésité, si on pourrait dire, ou d'asphyxie finalement, parce que accumuler des datas qui n'ont peut-être plus aucun sens, ça devient peut-être une absurdité sur laquelle on avance très fort en se disant c'est génial, on peut accumuler, et en même temps on a l'incapacité d'analyser. Ce que suggèrent d'ailleurs les chirurgiens en général, c'est que nous avons une expérience clinique. On sait très bien qu'il y a un moment, malgré tout, on sait très bien qu'il y a un moment risqué dans une intervention. Ce que vient de dire Hubert, je partage complètement. Tu fais une chirurgie d'un anévrisme de l'aorte thoracique. On sait très bien qu'il y a des endroits qui sont très compliqués et c'est là où il peut y avoir des dangers. À ce moment-là, on peut guider le système algorithmique et de surveillance pour savoir que c'est comment on peut réduire à des moments que tout le monde sait qui sont difficiles, comment on peut avoir des attitudes préventives et de recueil des accidents qui ont effectivement lieu. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est tellement vrai qu'en fait, dans BOPA, je n'en ai pas parlé là, on a un ingénieur qui s'appelle Arnaud Trival qui fait du situation awareness, c'est-à-dire qui justement analyse les différents temps opératoires en fonction de ce que racontent les gens et en fonction des mouvements dans la salle pour identifier les moments importants qu'il faudra filmer. Et en fait, ce qu'on fait même réfléchir à filmer tout le temps et à effacer quand il ne s'est rien passé. Oui, alors ceci étant une des caractéristiques de l'accident, c'est quand même son imprévisibilité. On a tous connu en expertise ou autre des accidents de mise en place de trocars, tout bête, éventuellement par un jeune collègue qui peut mener à une action de type médico-légal. Et là, les images peuvent… Non, mais c'est vrai. Plus on a l'information, plus c'est compliqué. Oui, Jean-Pierre Rosenbaum. Sur la première partie, sur la partie film, non, sur la partie de école de formation. Donc, quelle est votre source de financement dans la mesure où, par exemple, en ophtalmologie, il y a l'IHU Forsyth, qui avait bénéficié qui travaille également avec un projet de formation des chirurgiens, des jeunes chirurgiens, et qui en même temps travaille avec des équipes de mathématiciens, statisticiens, etc., sur des projets de recherche. Donc, ce projet de l'IHU Forsyth a bénéficié, je crois, d'un financement de l'ordre de 50 millions d'euros. Donc, j'en viens à la question. Où est votre source de financement sur cette partie? Et la deuxième chose sur la partie film, donc effectivement, c'est bien de filmer, mais je pense que ce qui m'a manqué, moi, personnellement, c'est les objectifs de départ. C'est-à-dire, que cherchez-vous? Je pense que si on définit d'abord les objectifs, ce que vous cherchez à filmer, ce qui vous intéresse, ça vous permettra de séquencer davantage et de filmer ce qui est intéressant et de ne pas filmer un ensemble pour après faire le tri.
l'objectif de départ, il est très simple, hein, c'est de diminuer, d'améliorer la sécurité des soins en bloc opératoire. Moi, je fais de la chirurgie du foie dans un centre qui est hyper expert et on est encore avec une mortalité qui est de 10% après chirurgie d'un cholangiocarcinome périhilaire. J'estime qu'il y a une certaine marge de progression. Mon objectif, c'est ça. Oui, mais maintenant, le sujet, on est rentré dans une espèce de truc un peu fou. Et la question, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore les outils pour pouvoir analyser les datas. Le sujet de fond, il est là. C'est-à-dire que c'est comme, en fait, les gens qui commencent à réfléchir sur qu'est-ce que c'est les ordinateurs quantiques, alors que les ordinateurs quantiques n'existent pas encore et qu'on développe des algos pour être capable de travailler sur du quantique. Et ben c'est pareil. Là, on est en train d'accumuler des trucs et aujourd'hui, on n'a absolument pas les méthodes pour pouvoir les analyser. Ça va complètement. François Richard. Oui, bravo Eric, c'était très intéressant. Est-ce que tu as, parce que souvent, on découvre les choses par hasard, on ne sait pas avant. Hein, la plupart des progrès, en effet, par hasard. Est-ce que par hasard, dans l'organisation du bloc et notamment dans la discussion avec les IBOD, vous avez découvert des choses que vous imaginiez pas, simplement voir comment les gens fonctionnaient et est-ce que ça a eu au niveau du personnel des blocs, quel que soit le type de personnel. Qu'est-ce que vous avez eu? Personnel, par exemple, on s'est rendu compte qu'on ne faisait pas très bien l'organisation du matériel dans le bloc et les gens contournaient les trucs alors que bêtement, on n'avait pas foutu le truc au bon endroit. Tu vois, c'est typiquement c'est un exemple très concret parce qu'en fait, c'est mon étudiant qui s'est dit en fait, c'est un peu con de mettre l'échographie là parce qu'à chaque fois, les gens font le tour, pourquoi tu ne le mets pas là-bas? Et c'est vrai qu'on ne s'en était jamais rendu compte. On s'est rendu compte d'un truc qui, moi, je trouve absolument passionnant aussi, c'est la quantité de matériel gâché au bloc opératoire. Ça, je pense qu'aujourd'hui, pour nos jeunes chirurgiens et même les enfants de nos jeunes, et les miens aussi d'ailleurs, va falloir réfléchir à cette consommation de plastique quand même monumentale au bloc. Et quand je vois la penseuse qui ouvre une pince alors que je viens d'arriver sur le champ opératoire et que j'ai rien demandé et qu'en plus on trouve un ganglion et donc on ne fait pas l'hépatectomie, eh ben, c'est vraiment du matériel gâché. Ce d'autant que ce matériel, on ne peut pas le réutiliser chez les animaux parce que c'est interdit en France. Voilà. Donc, c'est vraiment des sujets comme ça qu'on a identifiés. C'est le chapitre du bloc opératoire durable qu'on a inauguré ici et qui est très intéressant et qu'on verra certainement autour de Chirurgie 4.0. Dernière question, Jean-Claude Coquinal, le commentaire. Je pense que je la poser à Youssef, mais bon, je vais peut-être te la poser. Non, mais je suis là, hein. Je vous écoute. Alors, tu écoutes ou il est... Oui, je suis à distance. Voilà, il y a deux questions. Bonjour à tous. Voilà, quand on a connu Car Syntax il y a plusieurs années, on voit ce que présente Eric et on voit effectivement qu'il y a une puissance gigantesque, mais l'organiser cette puissance à des finalités, etc., c'est quelque chose qu'on essaye. Voilà, il faut arriver à préciser et tout. Non, la question, c'était de savoir si vous connaissiez, j'espère, mais surtout, est-ce que vous connaissez les propriétés de la plateforme qui est très voisine, qui est celle de Johnson & Johnson, et qui est Surgical Process Institute, et qui est assez largement aussi déployée dans le monde, mais qui a déjà voilà, qui a des finalités assez précises. Vous disiez, les comptes rendus opératoires sont faits, la qualité, un certain nombre, beaucoup d'éléments sont automatiquement produits en même temps, à partir du moment où c'est paramétré par les équipes de bloc opératoire, etc. Alors, je connais. Je dis que celle que je connais. Je connais très bien cette plateforme puisqu'elle est utilisée par ailleurs aux Hospices civils de Lyon. Et en fait, Car Syntax ne vient pas en opposition de cette plateforme et de son utilisation, puisque en fait, nous sommes complémentaires. Et en quoi nous sommes complémentaires? Parce que Car Syntax est déployé en salle d'opération et on va déployer deux choses. On va déployer une infrastructure, on va dire que c'est les tuyaux, et on va déployer une architecture. Et la particularité de cette architecture, c'est qu'elle rend la salle d'opération interopérable avec des éléments du système d'information, mais aussi des éléments qui seraient, par exemple, de la donnée hébergée dans un cloud sur un serveur distant. En termes d'architecture, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on propose une architecture pour qu'on puisse ingérer, par exemple, des modèles mathématiques qu'on appelle des algos, pour pouvoir, on va dire, les remettre à disposition de l'organisation en salle d'opération. Parce qu'en fait, ce qu'on fait quand on enregistre, on ne fait que, passez-moi l'expression, capter ou pomper de la donnée de la procédure. L'intérêt, si vous voulez, c'est d'avoir des systèmes de cloud computing ou de edge computing en marge de la salle d'opération, si on a besoin de temps de latence relativement faible,
pour pouvoir, on va dire, réinjecter de l'information en salle. Et donc, cette architecture Care Syntax permet, si vous voulez, de développer ou d'augmenter la potentialité de l'innovation en salle d'opération, puisque un des objectifs de la chaire BOPA, c'est notamment d'avoir de l'aide à la décision, de l'information qui est affichée. Je vous donne un exemple d'usage particulier, c'est que à partir du moment où vous avez dans la solution SPI de chez Johnson & Johnson, en fait, on va analyser ce qu'on appelle la variabilité de la procédure chirurgicale entre ce qui est planifié en amont quand on a paramétré une procédure en particulier et ce qu'on aura effectivement réalisé. Il faut savoir que les phases de la chirurgie dans le système SPI est alimentée par une action humaine, on va dire sur une pédale, on va dire qui permet, si vous voulez, de caler les phases prévues en fonction des phases qui se déroulent effectivement en salle d'opération. Donc en fait, cette notion de variabilité entre ce qui est prévu et ce que je produis réellement va permettre, si vous voulez, au niveau de l'analyse du gap entre le résultat obtenu par rapport au résultat qui était prévu, de dire que j'ai été performant ou pas performant. Et en fait, on propose l'architecture pour étendre ça non pas uniquement aux étapes de la procédure, mais aussi à d'autres types de data, par exemple, comme des modèles mathématiques qui seraient prévus pour faire de la détection de phase automatique, par exemple, pour détecter l'entrée du patient en salle et de voir si l'entrée du patient en salle, telle qu'elle est détectée par la solution Care Syntax, correspond à ce qui est déclaré notamment dans le système d'information dans le DPI du patient. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va mesurer des écarts et cette notion de variabilité, on la retrouve dans la conception de la plateforme Care Syntax. Merci de cette précision. Un élément important pour conclure. Oui. Pour conclure. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Care Syntax qu'on ne fait pas aujourd'hui pour des problèmes de cloud. Bien sûr. C'est-à-dire que la reconnaissance d'image, le fait de flouter des visages, le fait de flouter de la voix, on ne peut pas le faire on-premise. On est obligé de le faire dans le cloud. Et c'est pour ça que finalement, le truc s'appelle Black Box OR, qui est quelque chose qui se rapproche beaucoup de la philosophie Care Syntax. Elle fonctionne là aussi uniquement avec des clouds et évidemment, elle fonctionne avec Amazon. Donc, en fait, le sujet dont on parlait tout à l'heure, de pouvoir définir ce que c'est qu'une donnée anonyme, il est absolument majeur si on ne veut pas se couper un bras. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous.